Bonjour Rodrigue, Ouais, bonjour Stéphane. merci d'avoir accepté mon invitation. Ah ben merci pour ton invitation, c'est un plaisir. Donc, comment vas-tu aujourd'hui? Écoute, ça va pas mal, plein de projets comme d'habitude, mais on est bien. Ouais. Donc, Rodrigue, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, qu'est-ce que je fais? Je fais plein de choses, j'ai plusieurs casquettes. Je suis entrepreneur depuis plusieurs années maintenant. Bon, en fait, j'ai toujours été entrepreneur. Je pense que fondamentalement, je me définirais comme un entrepreneur. Pour en vivre, je suis un entrepreneur dans le numérique. Je propose des solutions numériques, à mes clients et ce sont des solutions qui partent à la fois d'infrastructures ou bien ça peut être des solutions logicielles qui existent déjà ou bien ça peut être des solutions qu'on met en place pour mes clients, pour leurs besoins spécifiques et j'adresse une clientèle qui est, du particulier à la TPE et au plus gros à la PME. Ça reste, quand même, à petite échelle, en fait. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le quotidien de l'individu face au numérique et comment il peut avoir des solutions. Donc les grandes entreprises, elles ont déjà tout un ensemble d'entreprises qui s'occupent d'elles, mais les laissés pour compte, ce sont, voilà, les individus et les petits gars comme moi qui essayent de monter leur business, qui n'ont pas de gros moyens et qui essayent pourtant de bénéficier du numérique au maximum. Donc c'est à eux que je m'adresse. Voilà, ça, c'est ce que je fais. La casquette entrepreneur, c'est ça aujourd'hui. Hum, Pour toi, Rodrigue, c'est quoi un entrepreneur en fait? Alors, un entrepreneur pour moi, c'est quelqu'un qui s'entreprend. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui entreprend quelque chose, c'est quelqu'un qui met au cœur de son entreprise ce qu'il est, quoi. C'est-à-dire qui, s'entreprend. Alors comment je définirais ça? Je pense, fondamentalement alors ça s'appuie sur des croyances, hein, ça n'engage que moi ce que je vais dire là, j'ai pas de théorie, prouvée de ça, mais j'ai la croyance depuis très jeune que en fait, on est là pour une bonne raison. Et cette raison-là n'est pas un hasard, n'est pas une coïncidence, on est là pour être heureux, en fait, fondamentalement. Être heureux, ça veut dire quoi? C'est pas, fondamentalement être dans le plaisir, dans la satisfaction, mais c'est être dans le sentiment d'accomplissement. Pour moi, être heureux, c'est ça. Et donc entreprendre, c'est quoi? Bah, c'est se mettre en chemin pour être l'artisan de cet accomplissement-là. Donc ça suppose en fait, faire, ce pourquoi en fait on est fait. On a 2 pieds, 2 mains, et une tête et quand on se lève le matin, on est animé d'une énergie, il va falloir faire des actions. Beaucoup de gens, passent leur vie en fait à courir après la satisfaction de leurs besoins. C'est déjà une première chose qu'on peut régler parce que malheureusement la nourriture ne tombe pas dans notre gorge, toute seule, il faut aller la chercher. Donc il y a beaucoup de gens qui vont se mettre en ordre de bataille pour ça. C'est ce que Maslow appelait les besoins primaires là. Mais il avait dit aussi une chose qui est pas bête et à laquelle je crois fondamentalement, j'ai cette intuition-là, c'est qu'une fois qu'on a le ventre plein, en fait, on est toujours insatisfait à un autre niveau de nous-mêmes, c'est un niveau plus profond et ça, cette insatisfaction-là, c'est ce que j'appelle le besoin d'accomplissement. Bah, Maslow appelait ça le besoin d'actualisation, Jung appelle ça le besoin d'individuation. Bon bref, tous ceux qui se sont penchés un peu sur la question, que ce soit des mystiques, que ce soit des psychologues ou des psychiatres comme Jung ou que ce soit, des sociologues, ils s'entendent tous sur le fait que l'être humain, au final, a une insatisfaction en lui qui ne peut être comblée que par la satisfaction de cet accomplissement-là. Et donc moi, c'est après ça que je cours. Et donc s'entreprendre pour moi, la définition d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui il est face à une insatisfaction qui l'empêche de dormir et il va mettre en œuvre, tous ses moyens et toute son énergie pour essayer de résoudre ça. Voilà, c'est ça l'entrepreneuriat. Alors, souvent ce qui se passe, c'est que pour les gens qui arrivent à le faire, qui trouvent une solution pour eux, ben il s'avère que nous sommes 8,5 milliards d'individus, donc cette solution, elle peut convenir à d'autres personnes qui ont la même problématique qu'eux et donc, bah, du coup, ils vont leur apporter cette solution et en échange, ils vont recevoir de la valeur, ce qu'on appelle de l'argent et donc c'est que là que l'entrepreneuriat devient un business. Mais ça peut être très bien, pour apporter ça gratuitement dans des ONG, ça peut être très bien pour résoudre un problème, écologique qui là, les animaux vont pas nous payer en espèces, mais on est satisfait
Voilà, on est payé par cette satisfaction, cet accomplissement à s'entreprendre. Voilà, c'est ça l'entrepreneuriat, vite fait. Merci beaucoup. Le Quel est le lien, que tu fais entre donc je comprends que tu es dans une démarche d'accomplissement de toi-même et tu fais ce lien, la définition que tu donnes l'entrepreneuriat est très lié donc avec l'accomplissement de toi-même. Tout à fait. Hem Et tu as commencé en disant que tu entreprenais typiquement dans le numérique. Quel est le lien qu'il y a entre le travail que tu fais dans le numérique et l'accomplissement de toi-même? Ah, très bonne question. Alors moi, le numérique, c'est un domaine, en fait, de mon entrepreneuriat où, j'ai pas choisi, en fait. J'ai pas choisi. Le numérique m'a choisi très jeune. Je suis né en Côte d'Ivoire, hein, je suis métisse, donc je suis né en Côte d'Ivoire, j'y ai vécu jusqu'à mes 17 ans, avant de venir en France et en Côte d'Ivoire, très, très jeune, j'ai été confronté aux premiers ordinateurs, je devais avoir 14, 15 ans, je pense et tout de suite, la première rencontre avec un ordinateur, j'ai senti qu'il y avait eu un truc. Voilà, il y a eu un coup de foudre, en fait, une sorte d'épiphanie. J'ai compris, en fait, que cet objet que j'avais en face de moi allait être très important dans ma vie, dans le sens où, j'allais, toute ma vie durant, j'allais être, d'une manière ou d'une autre lié à cet objet. Donc c'est quelque chose que j'ai compris très tôt et j'ai compris ça très tôt, un peu comme quand on découvre, la dernière fois, je lisais, un peu comment Jung, jeune, était arrivé à la à la à la psychanalyse, en fait et très jeune, en fait, il a eu une expérience, en fait, il appelle ça des expériences de lumineux. Il a eu une vision dans une cave d'une sorte de divinité, avec un énorme œil qui voyait tout et il dit: «J'ai été pris d'une forme de fascination et de terreur en même temps» et plus tard, il a compris que ça, c'était une expérience du lumineux. Ça lui a donné, ça donnait, lieu à ce qu'il appelle, l'archétype du divin et cetera dans ses concepts. Mais bref, moi, vis-à-vis du premier ordinateur que j'ai vu une petite machine insignifiante, mais j'ai senti derrière cette machine une puissance qui m'a fait le même effet qu'à Jung. C'est-à-dire, j'ai compris que ça allait changer nos vies, en tout cas la mienne. Et pourtant à l'époque, je n'y connaissais strictement rien et on est en train de parler là d'ordinateurs qui faisaient 64 kilooctets de mémoire, hein. Auric Atmos, Amstrad, Commodore 64, c'était des ordinateurs qui permettaient d'afficher 5 couleurs, de jouer à des jeux, en fil de fer. Enfin bref, on était loin de l'intelligence artificielle, hein. Très, très loin. Il n'y avait pas d'internet à l'époque. Donc on était très loin de toutes ces technologies qui peuvent sembler aujourd'hui assez évidentes quand on les voit qu'elles sont au cœur de nos vies. Il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, moi, j'ai eu quand même la conviction que ouais, ça allait changer la donne. Ça allait changer la donne. Et donc, c'est pour ça que j'opère dans le numérique, parce que figure-toi que je n'ai pas eu de formation scientifique, donc je n'ai pas pu intégrer un cursus universitaire dans le numérique, en programmation ou quoi que ce soit. Mais j'ai toujours gardé un œil là-dessus, un intérêt pour ça, avec une conviction donc qui est née de cette première rencontre, c'est que cette chose peut changer la donne d'un individu en termes d'entrepreneuriat, en termes d'accomplissement personnel et de s'entreprendre soi-même. C'est-à-dire que de la même façon que quand on a inventé la machine à vapeur et après le moteur à explosion, ça a changé le quotidien de tous les hommes sur cette planète, dans le sens où ça a permis de décupler la force d'un être humain et de lui donner la force d'un titan pour modifier complètement la surface de cette planète selon nos propres désirs. Ben moi, j'ai senti que le numérique allait nous donner une autre puissance d'action dans le monde et qui allait être liée à la puissance de l'information, de la gestion de l'information, donc de la connaissance et donc, c'est en ce sens-là que j'ai eu cette expérience profonde et qui a fait que je me suis toujours intéressé au numérique et au point d'en faire mon métier, même si je n'ai pas suivi un cursus classique. C'est très tard, en fait, après 5 ans après la première création de mon entreprise, que j'ai pris une année sabbatique pour aller faire un master 2 en ingénierie des systèmes d'information pour avoir mon premier diplôme informatique. Mais sinon, j'ai commencé à dépanner des ordinateurs. Je n'avais pas de formation particulière. Le premier business que j'ai fait, j'ai codé une application pour un centre qui accueillait des enfants. Voilà, j'ai toujours bricolé parce que j'ai toujours su que je n'avais pas besoin
de quelqu'un qui m'emmène à ça. J'avais déjà un lien direct avec la chose et je pouvais directement y aller. Et que de toute façon, il faudrait que j'y aille parce que ma vie allait être liée à ça. Voilà, c'est ça l'idée. Donc voilà le lien en fait entre l'entrepreneuriat et le numérique. Et c'est ce que j'essaie d'apporter en fait à mes clients. J'essaie de leur apporter une sérénité. Eux, ils s'occupent de leur cœur de métier. Et moi, j'essaie de mettre la puissance du numérique au service de leur cœur de métier pour qu'ils puissent apporter dans le monde leurs valeurs, en fait. Voilà. Donc, je résous les problématiques numériques et j'emmène le numérique pour les aider à accomplir ce qu'ils ont à accomplir. Est-ce que tu as une idée du Rodrigue accompli? À quoi ressemble le Rodrigue accompli ou tu en as absolument aucune idée? Alors, le Rodrigue accompli, pour moi, j'ai une idée qui. C'est pas une idée, c'est une émotion. C'est-à-dire, je sens au fond de moi, j'ai des sensations parfois de ce que pourrait ressentir un Rodrigue accompli. Voilà. Plus qu'un programme qui est très précis. Le Rodrigue accompli, pour moi, c'est un Rodrigue qui se sent débarrassé de la friction à produire de la valeur. C'est-à-dire qu'il est focus, toute son énergie est focus sur sa créativité, focus sur sa valeur ajoutée, ce qui le rend singulier, ce qui donne de la valeur à ce qu'il fait, ce qui permet de le différencier, ce qui permet de faire qu'il apporte quelque chose, qu'il contribue au bien-être des autres, de lui-même, etc. Mais dans le passage à l'acte, en fait, c'est très fluide. Et ça, c'est rendu fluide par sa maîtrise et la complète intégration de la tech dans sa vie, ce que j'appelle la tech positive. Un peu comme euh, j'ai une idée d'un business, au lieu de prendre 4 mois à le mettre en place, de chercher des ressources, des moyens, ben en fait, dans l'après-midi, le business, il est lancé. Et il commence déjà à produire de la valeur pour l'humanité. Et comment on fait ça? Ben avec la tech. Voilà, c'est ça, le Rodrigue accompli, il maîtrise la tech au point d'être capable d'avoir cette fluidité entre, dès que quelque chose se produit comme une valeur en lui, il puisse l'emmener dans le monde de façon très fluide comme ça. Et donc cette sensation que ça donne, c'est une sensation de fluidité absolue dans le fait de délivrer sa valeur dans le monde. Voilà, c'est ça le Rodrigue accompli. Donc je suis pas loin de ça, hein. Y a pas mal d'actions que j'accomplis au quotidien qui sont déjà boostées à base de tech et qui me permettent très facilement, de façon très fluide, très intégrée, quand je dis intégré, c'est-à-dire j'ai plus besoin de penser au process qui me permet d'utiliser un outil pour le faire. C'est directement dans l'action, ça coule. Par exemple, le matin quand je vais marcher, j'ai pas besoin de me poser la question le soir quand je veux savoir est-ce que j'étais dans ma zone quand j'ai couru, est-ce que j'étais dans la bonne zone de respiration, est-ce que j'ai fait beaucoup d'efforts ou pas. J'ai pas besoin de friction pour ça. J'ai juste sur mon téléphone une application, alors que j'ai même pas dit quand je suis allé courir que je voulais courir. J'ai même pas dit quand j'ai fait mes pompes que j'étais en train de faire des pompes. Et une application qui c'est une technologie au-dessus de moi là, qui s'est occupée de compter le nombre de pas, qui a regardé si par rapport à mon effort habituel, je suis dans la zone rouge, dans la zone verte, dans la zone orange, qui sait si j'ai bien dormi la veille, est-ce qu'il faut que je récupère un peu plus, voilà. J'ai de la tech qui s'occupe de ça. Donc, j'ai déjà de la fluidité, on va dire, dans la gestion de mon suivi médical, qui sait si au niveau cardiaque, ça se passe bien pour moi actuellement, au niveau de la tension, du stress, tout ça, ça se gère de façon tout à fait intégrée et fluide. Quand je dois répondre à un appel d'offres, là aussi, j'ai intégré maintenant dans mon process de l'IA, avec qui je vais brainstormer en marchant le matin. En arrivant, il a déjà pris des notes et je vais pouvoir directement générer des mind maps et puis avancer moi déjà dans mes réflexions avec ça. Et puis directement ensuite envoyer une petite vidéo. Là aussi, ça se fait avec des outils tech à mon client pour lui décrire un peu le cahier des charges, comment on va faire. Et puis il a son PDF avec. Donc j'ai déjà intégré toutes ces choses-là. Euh, mais en ce moment, je suis en train d'essayer de l'intégrer dans ma dimension spirituelle. Donc, on va dire, je l'ai fait pour les choses superficielles de ma vie. Et maintenant, je voudrais arriver carrément dans ma réflexion intime à intégrer cette technologie. C'est aujourd'hui les grands enjeux. Et l'IA permettrait de faire ça à condition de bien, on appelle ça la tuner, la fine-tuner, c'est-à-dire bien l'entraîner à ce qu'on est, à ce qu'on veut pour qu'elle puisse répondre de façon pertinente. Donc, je suis dans ce travail-là. Est-ce que ça ressemble à un homme robot
Est-ce que l'homme robot que crée Elon Musk, est-ce que ça ressemble à ça ou Ah ouais, c'est ouais, ouais. Souvent, ça peut faire penser à ça quand on n'a pas, quand on s'éloigne en fait de l'aspect très concret de la chose. Je donne un exemple pour montrer la différence. Aujourd'hui, quand je veux aller voir un client, je prends une voiture, un véhicule à moteur. Ok. S'il n'y a pas assez d'essence, je vais m'arrêter à une station, je vais mettre l'essence. Et puis j'ai appris à conduire. Bah, je vais conduire, je vais y aller. Je pense même plus aux panneaux, etc. Ça se fait en autopilote. Pour autant, je suis pas un homme avec des roues sur les pieds. J'ai pas appris à courir plus vite que ce que je sais courir. Juste un homme qui a appris à utiliser une technologie. En l'occurrence, ici, c'est un moteur à explosion avec 4 roues. Bon, avant, ça aurait été des chevaux. Ben pour moi, la tech, c'est exactement ça. Il ne s'agit pas de se mettre des cellules dans le corps, des implants. Il s'agit de profiter de l'outil en ayant le bon mindset, c'est-à-dire ce que l'outil va faire mieux que moi, dans le sens où moi, si je le fais, ça n'apporte aucune valeur à part perdre mon temps et mon énergie. Il vaut mieux que ce soit un outil qui le fasse. Aujourd'hui, dans les entreprises, par exemple, on a commencé à faire ça depuis très longtemps. Le capitalisme est basé là-dessus. En fait, un chef d'entreprise, c'est qui? C'est quelqu'un qui a aujourd'hui dans le monde basique, en fait, c'est ça. C'est quelqu'un qui a une vision. Et pour accomplir cette vision, comme il ne veut pas le faire tout seul, il ne peut pas le faire tout seul parce que ça demande beaucoup d'efforts, de travail, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va payer le temps et l'énergie de quelqu'un d'autre. On appelle ça un salaire. Et puis, ces gens-là vont faire quoi? Au lieu d'être eux-mêmes en train de réaliser leur propre vision, ce pourquoi ils sont là, apporter cette fameuse valeur au monde, ben en fait, ils vont réaliser la vision de quelqu'un d'autre et en échange recevoir de l'argent. OK? Bon, ben moi, avec la tech, c'est exactement ce que je fais. Dans mon business, par exemple, une des valeurs de mon business, c'est qu'on n'exploite pas l'humain. Depuis le début, quand j'ai monté mon premier business, j'ai dit je n'exploiterai pas l'humain. C'est-à-dire, je ne demanderai pas à un autre humain de faire ce que moi, je ne veux pas faire. OK? Et si jamais je demande à un autre humain, par contre, de faire ce que moi je veux faire, je devais lui donner le même salaire que moi je me paierais si moi je faisais ça. Or, ça, c'est tout sauf capitaliste, cette valeur-là. Parce que le principe d'une entreprise, c'est de capitaliser sur le travail des autres, en fait. C'est-à-dire que si je fournis à quelqu'un toute la valeur qu'il produit, de la richesse qu'il produit pour mon entreprise, ben en fait, moi, je ne peux pas faire de bénéfice sur son dos, en fait. Donc, c'est un business qui ne fonctionne pas. C'est pour ça que mon salarié, par exemple, aujourd'hui, une fois que j'ai eu mon premier salarié, j'ai dû quitter l'entreprise et moi aller chercher une autre source de revenus. Parce que je lui ai donné exactement le salaire que je me payais. Du coup, la société ne générant pas plus de valeur, puisque moi, je m'étais sorti de la société pour faire un autre projet, ben, en fait, si je lui donne la valeur qu'il produit, ben, en fait, il y a pas, une fois que j'ai payé mes factures, il ne reste plus grand-chose. En fait. Donc, alors que ça ne me gêne pas avec un outil. Avec un humain, ça me pose un problème. Un être vivant, ça me pose un problème de capitaliser sur lui et de ne pas lui donner la valeur de ce qu'il produit. Mais un outil qui est fait pour ça, comme une pelle ou un tractopelle, je n'ai pas de problème éthique par rapport à ça. Donc aujourd'hui, je pourrais être à la tête de 3, 4, 5 business qui sont exécutés d'un point de vue opérationnel avec des IA, avec des agents. Ça ne me poserait aucun problème de m'enrichir. Donc actuellement, je suis un entrepreneur pauvre parce que je n'arrivais pas, en l'état actuel des technologies, à pouvoir passer le scale de, de me résoudre éthiquement à faire travailler d'autres personnes à ma place et à les payer moins cher pour capitaliser sur leur dos. Maintenant, avec l'IA, par exemple, c'est quelque chose que je vais faire. Pourtant, je ne vais pas me mettre des implants. Voilà, ce n'est pas moi qui vais m'augmenter moi-même pour faire tout ce que doit faire ça. Je vais juste le confier à d'autres outils. Par contre, l'intelligence de ces outils, c'est moi qui vais les entraîner, c'est moi qui vais leur donner mon éthique, c'est moi qui vais les contrôler, etc., pour qu'ils travaillent avec mes valeurs. Mais c'est ça l'idée. La différence entre Musk, c'est que Musk il part du principe que, en tant qu'être humain, en fait, on n'a pas de valeur en soi et que même on est en deçà de ce qu'on devrait être. Et donc, il faut nous augmenter. C'est le principe en fait de ce courant de pensée là qui est derrière tous ces boss de la tech. Attends, je te dis ça tout de suite, ça, le terme m'échappe. Euh, ouais, les transhumanistes. Ouais, les transhumanistes. Donc le transhumanisme, en fait, le principe, c'est de dire en fait l'être humain, en fait, c'est un être qui est faillible, qui est fragile, qui n'est pas fini. Comme on est le fait d'un hasard, ces gens-là pensent qu'on est le fait du hasard. Ils se disent bon, la nature, elle a fait ce qu'elle a pu, mais elle n'a pas pensé à nous vraiment, quoi. Donc eux, ils vont compléter ce que la nature n'a pas fait. Et puis ils vont le faire comme notre corps, par exemple, se blesse, ben, autant avoir un corps cybernétique qui ne se blesse pas, qui ne vieillit pas, etc. Moi, je ne partage pas cette idée-là parce que cette idée-là part du principe que la valeur d'un être humain, c'est la performance. C'est le fait d'accomplir des choses. Moi, je pars du principe que la valeur d'un être humain, c'est d'être.
Et donc, à partir de ce moment-là, s'il est, comme j'ai dit, il est là pour une bonne raison, c'est à lui de la trouver, mais une fois qu'il l'a trouvée, la valeur qu'il va apporter, elle est liée à ce qu'il est. Elle n'est pas liée à son corps, elle n'est pas liée au fait que son corps performe, ne performe pas. Elle est liée simplement à sa qualité d'être. Ok. Donc, tel qu'il est là, c'est OK. Il faut juste qu'il le trouve et puis qu'il l'emmène dans le monde, cette valeur. Donc, un Musk, lui, il va chercher à corriger la nature. Moi, je ne cherche pas à corriger la nature. Je cherche à faire à plus haute échelle, grâce à des outils numériques, ce que je fais à petite échelle. Je veux faire profiter plus de monde, emmener plus de valeur, toucher plus de monde, communiquer avec plus de monde, comme là, tu es au Canada, moi je suis en France. Il y a 200 ans en arrière, cette discussion n'aurait pas eu lieu, ce n'aurait pas été possible. Ben là, grâce à la tech, voilà, je peux parler, échanger avec plus de monde, indépendamment du fuseau horaire, etc., etc. Voilà, c'est ça. Pour moi, la tech, c'est ça. C'est un outil à utiliser à bon escient. Ce n'est pas quelque chose pour nous remplacer, parce que l'être humain, pour moi, est irremplaçable. Ce que l'on est n'est pas remplaçable en soi. Chaque individu porte cette singularité. Par contre, on a la responsabilité d'emmener cette valeur, cette singularité au plus grand monde sur cette planète. Et là, la tech peut nous aider à faire ça plus que n'importe quelle autre technologie. Voilà, c'est ça l'idée. Et la différence entre le transhumanisme et ma vision positive des technologies. Ouais, vraiment très intéressant. Donc, c'est la première fois que j'entends et j'ai une vision très positive. Généralement, lorsqu'on parle du numérique, puis de la venue de l'intelligence artificielle, les gens ont tendance à avoir peur, en fait, et à se dire: «Ben, ça va nous remplacer, c'est horrible». Alors que si je comprends bien, tu me corriges si j'ai bien compris ta vision, c'est que à terme, si l'être humain utilise bien la technologie et qu'il se concentre vraiment sur sa valeur qui est une qualité d'être et qu'il se concentre donc sur cette valeur-là et qu'il utilise bien le numérique et notamment l'intelligence artificielle, il sera en mesure donc, hem, d'exprimer ce qu'il est et apporter sa véritable valeur au monde et donc, bah, je me dis que selon ta vision, a priori, le monde idéal, le monde accompli sera un monde où il y aurait plus d'entreprises, il y aurait que des auto-entrepreneurs, en fait. Oui, oui, oui. Il y a deux idées dans ce que tu as dit. Je vais rebondir sur les deux. La première, c'est de répondre tout de suite que, effectivement, tu as raison quand tu dis que l'image qu'on a de la tech actuellement, elle est drivée par la peur. Mais ça a été à chaque fois qu'il y a eu une technologie qui a commencé à prendre de l'ampleur. Quand le livre est arrivé, par exemple, l'Église s'est mise à brûler des livres et on a souhaité qu'il n'y ait que des livres qui parlent de religion. À l'époque, c'était la religion catholique et tous les autres livres devaient être brûlés parce que la connaissance, le livre étant un support de connaissance, hein, répandre comme ça la connaissance pour tout le monde, c'était horrible dans la perspective des gens qui trouvaient que voilà. Donc on s'est mis à brûler des livres, on s'est mis à se dire ah oui, quand il y a eu les romans aussi qui sont sortis avec l'imprimerie, on s'est dit non mais ça va corrompre l'esprit des jeunes gens parce qu'au lieu de lire des livres, de la littérature qui est bien encadrée dans les universités, dans les bibliothèques, etc., ils vont se mettre à lire de la littérature, de la pauvre littérature, bref, et que ça va appauvrir l'esprit. En fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, l'être humain face à l'inconnu a peur. Et donc la peur nous fait euh, créer des prophéties autoréalisatrices, c'est bien ça le problème. Mais pour moi, l'outil en lui-même n'est ni bon ni mauvais, en fait, comme tous les autres outils, hein, une pelle, un couteau, bon, voilà. La question, c'est l'usage. Et par contre, là où je rejoins la crainte de beaucoup, c'est que cette technologie, elle n'est pas anodine et l'impact de cette technologie est décisif. C'est-à-dire, je pense que c'est tout simplement comme disent certains, ça ne vient pas de moi, donc je ne vais pas m'attribuer ça, mais beaucoup pensent par exemple que c'est la dernière technologie que l'être humain aura inventée, l'IA. Parce qu'après, là, on est déjà en 2025, là, on en est rendu en avril. Déjà, il y a eu quelques recherches, quelques découvertes scientifiques qui viennent d'être faites non pas par des humains, mais par des IA. Et on part du principe que d'ici 2026, la plupart des découvertes en sciences seront faites par des IA. Et ça va être la même chose pour la plupart des autres découvertes dans tous les autres domaines, puisque en fait, ce qu'on est en train de constater, c'est que l'IA, en termes de connaissances, donc manipulation de l'information et faire des connexions entre des informations qui apparemment n'ont pas de lien et créer et faire des liens créatifs entre des informations qui n'ont pas beaucoup de liens à partir d'un énorme contenu, ce qu'on appelle le big data de données. L'IA fait ça mieux que nous, plus rapidement que nous et certainement avec plus de profondeur que nous. Donc, si c'est ça l'invention,
Si l'être humain avait mis là le curseur de l'invention et de la créativité, alors ces êtres humains vont être très rapidement, sont déjà remplacés, ils ne le savent pas, mais vont être très rapidement dépassés par les capacités de l'IA. Donc, ce n'est pas de ce match dont je veux parler. Pourtant, les peurs actuellement se cristallisent sur ça. Je vais citer un exemple. Actuellement, c'est très, très, très frais. ChatGPT vient de sortir son dernier modèle de création d'images et qui est tellement performant que, par exemple, et c'est viral là cette semaine, tu as dû le voir absolument sur tous tes réseaux, tout le monde fait des images de sa tête avec le style du studio Ghibli de Miyazaki. Donc, c'est une forme de dessin animé du grand réalisateur japonais qui a fait Princesse Mononoke et tout ça, mais c'est un style de dessin. Okay, un style de dessin très particulier, il a sa patte. Et tout le monde, aujourd'hui, change son profil LinkedIn, machin, en faisant des têtes, des images de lui. Et c'est tellement viral que, par exemple, les serveurs d'OpenAI actuellement, pour générer ce type d'image, ont planté. Parce qu'on est en train de parler de centaines de millions d'images par heure qui sont demandées actuellement à ChatGPT à fournir sous ce modèle-là. Et donc, il y a une levée de boucliers de créateurs qui disent « Ah, mais c'est la fin. Si maintenant l'IA est capable de refaire des planches de Miyazaki, bientôt, donc ça veut dire un dessin animé de Miyazaki en quoi? En 1 heure, ça sera possible puisque 60 planches par seconde, pas de problème, l'IA va tout générer, etc. Donc, c'est la fin des créateurs, sans compter que Miyazaki, ben, en fait, lui, son œuvre créative, sa patte, ben, en fait, il ne va pas toucher d'argent de tout ça, donc en fait, il est lésé. Ça, c'est la vision avec la peur. Bon, moi, je vais te proposer une autre façon de regarder la chose, une autre vision. Je ne dis pas que c'est celle-là, mais en tout cas, c'est la mienne et c'est comme ça que je veux regarder l'IA qui arrive. C'est Miyazaki, il a créé une façon de dessiner qui est aujourd'hui, quand on voit un dessin Miyazaki, on sait que c'est le studio Miyazaki qui a fait. Mais les gens qui aujourd'hui critiquent l'IA qui copie ne savent pas en fait que Miyazaki il emploie 300 personnes dans son studio, le studio Ghibli, 300 personnes, hein, qui travaillent quotidiennement à produire les planches qui vont servir dans ses prochains dessins animés. Parce qu'un dessin animé, c'est 25 images par seconde et il faut tout dessiner. Et lui, comme c'est de la peinture, ah ben, il faut le faire à la peinture. En fait, ils ne font plus à la peinture, mais c'est en style peinture, style aquarelle. Il faut dessiner ces planches-là. Et Miyazaki, lui, n'a pas la capacité à générer toutes ces planches seul. Il a fait pour les premiers dessins animés. Ça lui a pris 5-6 ans pour sortir un dessin animé. Et donc, après, quand il a eu du succès, ben, il a embauché des gens. Et aujourd'hui, le studio embauche à temps plein 300 personnes. Et ils sont juste dans la R&D. Hein. Ils ne sont même pas en train de publier le prochain dessin animé, juste dans la R&D. Donc, quand ils doivent publier, ils doivent aller chercher des personnes en plus. Et ce que les gens oublient, c'est que ces 300 personnes, pour les recruter, le processus de recrutement, il est très simple. Tu dois être capable de dessiner un dessin de Miyazaki comme si c'était lui qui avait dessiné, au point où Miyazaki lui-même n'est pas capable. Il sait que ce n'est pas lui qui l'a fait, mais sinon, il n'est pas capable de distinguer. On demande donc des clones, des dessinateurs qui s'entraînent parfois des années durant pour pouvoir être capable de reproduire les dessins de Miyazaki et d'être capable de dessiner spontanément n'importe quelle image avec le style de Miyazaki, au point où Miyazaki lui-même valide le recrutement de cette personne. OK? Donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il recrute des clones de lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, il prend des êtres humains qui peut-être sont de très, très bons dessinateurs, parce que pour arriver à dessiner, à reproduire le style de quelqu'un d'autre, il faut non seulement être très bon dans son style, mais avant, il faut savoir dessiner. Donc, des gens qui ont certainement un génie créatif quelque part, à dessiner leur propre planche, plutôt que de copier le style de quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, peut-être pour devoir manger, ils vont aller bosser dans ce studio-là pour être bien payés, et en échange, ils vont devoir être l'esclave pour produire exactement. Pour moi, on est dans l'image parfaite de ce que je disais tout à l'heure dans l'entrepreneuriat et dans le capitalisme. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si aujourd'hui, il y a une intelligence artificielle qui permet à Miyazaki lui-même, au lieu de mettre 300 êtres humains en esclavage pour cloner uniquement ce qu'il fait, parce que eux, ce qu'ils font, ce n'est pas de la créativité. Parce que s'ils étaient créatifs, ils produiraient leur propre valeur. Là, ils sont en train de produire ce que Miyazaki leur demande de dessiner avec le style de Miyazaki. OK? Donc, si ces 300 êtres humains étaient libérés, parce qu'il y a une IA qui vient et qui aide Miyazaki à produire ce qu'il veut produire, et que ces 300 êtres humains utilisent leur génie créatif pour emmener ce que eux, singulièrement, ils doivent apporter au monde, pour moi, l'arrivée de l'IA
elle ne va pas les mettre au chômage, elle va leur permettre de leur donner l'opportunité de trouver la valeur qu'ils doivent apporter dans le monde et apporter cette valeur que le monde attend, parce qu'on est dans une urgence, selon moi. Donc, si on regarde la tech sous cet angle-là, ben, pour moi, c'est tout à fait positif, il n'y a pas besoin de critiquer ça. Tant mieux que ces gens-là aillent au chômage et puis qu'ils apprennent à trouver quelque chose que l'IA ne pourra pas concurrencer, parce que l'IA ne peut pas produire si Miyazaki n'avait pas fait tous ses dessins et qu'elle n'avait pas été entraînée sur tous les dessins animés de Miyazaki, l'IA n'aurait pas pu produire le style Miyazaki. Elle n'est pas capable de faire ça. Okay, elle le fait parce que Miyazaki a produit ce style-là, a fait tous ces milliers de planches et qu'aujourd'hui on a pu entraîner l'IA. Donc ces 300 personnes peuvent eux aussi produire leur style, entraîner une IA dessus, pour ensuite très rapidement, au lieu de prendre 15 ans, 20 ans, ce que Miyazaki a pris pour devenir célèbre, en un an, produire 5-6 dessins animés avec leur propre style, mais entraînés sur leur propre style. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que ce que l'IA va changer, si on regarde l'aspect positif, c'est qu'elle va contraindre tous les êtres humains à aller chercher au fond d'eux ce qui les distingue, ce qui les singularise, ce qui est la vraie valeur pour laquelle, je pense, ils sont là et on est tous là pour emmener ça à l'humanité avec une vitesse d'exécution et une précision dans la façon de délivrer à qui on doit le délivrer qui n'existe pas et qui n'a jamais existé encore dans l'histoire de l'humanité. Par contre, l'enjeu, il est celui-là. Cette technologie peut effectivement tous nous avilir. Parce que si ça demande un effort. Utiliser l'IA pour produire à partir de sa singularité suppose premièrement de découvrir sa singularité, ça demande un travail. Et ce travail, il n'est pas facile. C'est même le travail le plus complexe que l'être humain doit faire, selon moi. Et la deuxième chose, c'est une fois qu'il a trouvé sa singularité, maîtriser suffisamment ses outils pour pouvoir les mettre au service de sa singularité. Et ça demande encore un autre effort. Délivrer son message au monde, c'est encore un autre métier. Et ça aussi, ça ne se fait pas sans effort, ça ne se fait pas sans apprentissage, ça ne se fait pas sans difficulté. Donc, mais par contre, pour moi, c'est le cœur de métier de l'être humain. C'est ces deux choses-là. Premièrement, découvrir sa singularité, deuxièmement, la délivrer au monde. Voilà. Et l'IA, aujourd'hui, nous permet, à chaque individu sur cette planète, pourrait potentiellement nous permettre de faire ça, à condition de se saisir de cette mission, évidemment. Merci beaucoup, Rodrigue. On arrive sur la fin de cet entretien. C'était vraiment très riche, donc je vais te laisser les mots de la conclusion. Je pense que, Elie, est-ce que tu penses vouloir rajouter quelque chose de ce que je comprends, ce que tu veux transmettre, c'est donc ces deux grandes étapes là, découvrir ce que l'on est, sa singularité. Parce que pour toi, je comprends de ton message, c'est qu'on est tous nés avec quelque chose de singulier, dont notre mission et notre accomplissement passe par l'expression de cette singularité-là. Donc, la découvrir dans un premier temps, et ensuite se donner les moyens de l'exprimer, de la partager au monde. Et donc, à terme, de ce que je comprends, le monde idéal, selon toi, c'est un monde où chacun exprimera sa singularité. On va dire, entre guillemets, les basses besognes qui, aujourd'hui, nourrissent le capitalisme seront réalisées par des robots. Et en fait, on partagera véritablement notre créativité, notre singularité au monde. Donc, je trouve que c'est un beau message. Juste pour conclure, qu'est-ce que tu dis à ceux qui se disent qui n'ont pas de valeur, ceux qui se disent, il y a des gens qui disent, moi, j'ai pas de valeur, je sais pas, quel est le conseil que tu leur donnerais? On va conclure là-dessus. Ouais. Déjà, je voudrais dire qu'en fait, il faut garder espoir parce que dans l'histoire de l'humanité, on a déjà vécu un moment où les gens se levaient le matin et puis ça donnait uniquement à ce qui était d'approfondir leur singularité et de la porter au monde. Les Grecs ont fait ça. Sauf que pour pouvoir faire ça, c'est juste une petite partie de la population qui faisait ça et qui a mis en esclavage une autre partie de la population qui faisait les fameuses basses besognes. Mais l'humanité a déjà connu ça. Les rois, à l'époque médiévale, c'était la même chose. On avait des gens très érudits et puis d'autres qui travaillaient le sol, donc des esclaves pour les basses besognes, faire du pain, etc., trimer dans les champs. Et puis les autres, ils apprenaient la littérature. Bon, ils essayaient de découvrir si Mozart avait dû aller au champ, on n'aurait pas eu du Mozart. Okay, si Léonard de Vinci avait dû aller trimer, pareil, nettoyer des latrines d'un roi quelque part, il n'aurait pas découvert qu'il était Léonard de Vinci, il n'aurait pas fait ce qu'il avait fait. En tout cas, je pars du principe que beaucoup de génies qui étaient bien nés de l'époque
qu'on a connus par la suite ont eu le temps de s'adonner à leur art parce que d'autres étaient réduits en esclavage. Aujourd'hui, le capitalisme fait la même chose, sauf que d'un point de vue éthique, au lieu que ce soit par la force, cette contrainte, c'est par l'argent. La valeur de l'argent, sans argent, on va tous mourir. Donc bon, allez, il y a cette pression-là. Il y a certains individus qui ont compris qu'il y avait un faux deal dans l'histoire et qui essayent allez, de ménager la chèvre et le chou pour avoir ce qu'on appelle des hobbies, pour essayer d'exploiter leur singularité, essayer de la trouver. Mais ce n'est pas le cœur. Ils ne se relèvent pas le matin en disant je vais faire ça. Ils se disent je vais aller bosser, et puis le week-end peut-être, ou pendant l'été peut-être. Et ça fait qu'on a moins de personnes qui ont mis au cœur de leur projet en tant qu'être humain de découvrir cette singularité, de mettre leur effort là-dessus, parce qu'après 8 heures, effectivement, à trimer dans un job avilissant, on n'a pas la force en rentrant le soir de travailler à sa singularité, c'est évident. Ce que j'espère profondément, donc, et ce que je dis à ces gens-là, c'est que pour l'instant, vous n'avez pas le temps peut-être de le trouver parce que vous êtes pris dans ce que Maslow appelait les besoins primaires, et puis il faut bien mettre un toit sur sa tête, il faut bien nourrir ses enfants, etc. Et comme quand vous étiez chez papa, maman avec tout couvert, le couvert, le gîte offert, vous n'avez pas trouvé accidentellement ce que pouvait être votre valeur à ce moment-là pour ensuite en faire un métier et puis bien gagner votre vie, bah, du coup, vous avez choisi un peu par dépit quelque chose qui pourrait vous permettre de payer vos factures. Mais rassurez-vous, viendra très rapidement, peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, mais très certainement l'année d'après, donc d'ici 3 ans, je pense, grand maximum. Certains prévoient plus tôt, d'autres prévoient légèrement plus tard, mais tout le monde s'accorde à dire que d'ici les 5 ans qui viennent, donc dans 2030, grand maximum, une grande partie de l'humanité va se retrouver comme pendant le confinement, chez lui, avec ses petites affaires qu'il avait dans son bureau, à se poser la question de qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire de sa vie dorénavant. Et là, je pense qu'il faudra saisir cette occasion pour se dire, si je ne suis pas là par hasard, si je ne suis pas là pour travailler au projet d'un autre, pourquoi je suis là et qu'est-ce que je peux amener à ce monde? Quand je me lève le matin, quand si quelqu'un me dit je ne sais pas ce que je fais là, ben, ce n'est pas très compliqué. Il y a une première chose qui consiste à regarder le monde tel qu'il est et se poser la question de qu'est-ce qui me pose un problème quand je regarde ce monde tel qu'il est là. Et si ça vous pose un problème, c'est que vous avez potentiellement une solution, vous pouvez travailler une solution. Et donc, ben, en allant travailler cette solution, vous allez trouver la valeur que vous pouvez apporter au monde. Voilà comment on pourrait finir cette histoire. Merci beaucoup, Rodrigue, pour ton temps. On va rester là-dessus. C'était vraiment Stéphane, très merci. beau, très profond. Et ben, je te souhaite une bonne fin de journée, Rodrigue. Ah ouais, à la prochaine, Stéphane. Merci. À la prochaine, Rodrigue.